Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 208 cette semaine. On va parler du Tour de France féminin qui démarre juste lundi prochain. On va un peu faire le tour sur ce Tour de France féminin. On va parler aussi des Jeux Olympiques, des épreuves passées et des épreuves à venir. Et on parlera aussi des actualités. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va attaquer par parler du Tour de France féminin. Le Tour de France féminin, il attaque lundi 12 et il partira directement des Pays-Bas de Rotterdam. On va avoir 3 étapes qui resteront entre les Pays-Bas et la Belgique. Et ensuite, on restera à l'est de la France pour finir en apothéose sur l'Alpe d'Huez. Au total, c'est donc 8 étapes pour 950 km que les femmes vont devoir parcourir sur des étapes quand même assez resserrées, assez courtes en termes de kilomètres comparé à ce qu'on peut avoir l'habitude chez les hommes, mais qui rendent la course beaucoup plus dynamique et beaucoup plus spectaculaire à voir. Donc ça, l'an dernier, ça a été une réelle réussite sur le Tour. Donc là, on espère que cette année, ça sera la même. Au niveau des étapes, si on décortique un peu ce parcours, on va avoir 3 étapes de plaine, 2 étapes vallonnées, 2 étapes de montagne avec arrivée au sommet, au Grand Bornand et à l'Alpe d'Huez, et un contre-la-montre de 6,3 km dans les rues de Rotterdam. Bon, le contre-la-montre, il ne réalisera pas d'écart monstrueux entre les participantes, mais par contre, on peut s'attendre à des vitesses assez impressionnantes parce que sur seulement 6 km, on peut être sûr que les filles vont aller très très vite. Et ça, c'est toujours beau à voir. Et puis en plus, en centre-ville, moi, ça rajoute toujours un côté un peu spectaculaire. Donc ça, c'est tant mieux. Au niveau de la sélection des étapes, j'en ai repéré 2 vraiment sur lesquelles je vais me focaliser. Bon, mais clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la montagne. Et les 2 étapes de montagne sont vraiment impressionnantes. L'étape 7, qui part de Champagnole et qui finira au Grand Bornand, c'est 166 km pour 2700 mètres, 2800 mètres de dénivelé. 2800 mètres de dénivelé, comparé à l'étape du lendemain, ça ne fait pas beaucoup, étant donné que le lendemain, sur l'étape 8, on aura 3700 mètres de dénivelé. Par contre, ça va être un parcours très très cassant, avec de nombreuses montées et un finish vers le Grand Bornand. Donc l'étape 7 risque d'être vraiment très très intéressante. Et le lendemain, pour l'étape 8, on aura une étape beaucoup moins cassante, avec un profil beaucoup plus simple à voir. Ça va être du plat, le col du Glandon, du plat, l'Alpe d'Huez. Bon, le col du Glandon, ça va être 1500 mètres de dénivelé à franchir quand même sur quasiment 20 km. Et ça, au milieu de l'étape, on peut être sûr que ça va créer quand même une course très très dynamique. Et pourquoi pas d'énormes écarts dès le milieu de la course, sachant qu'on verra quels coureurs, quelles coureuses ont récupéré de la veille, car 2 étapes difficiles à enchaîner, c'est jamais vraiment facile. Et bien sûr, on finira par les 21 virages de l'Alpe d'Huez qui seront juges de paix pour ce Tour de France féminin. D'avoir une étape avec un finish au sommet pour la fin d'un tour, ça peut créer d'énormes écarts, ça peut renverser totalement le cours si des fois une coureuse n'est pas en forme ou est dans un jour sans. Donc ça va être très intéressant à voir. Moi, honnêtement, j'ai vraiment hâte parce que clairement, ça va être vraiment pas mal. Au niveau des forces en présence des équipes, justement, on a tout d'abord la SD Works qui, on le sait, survole les courses féminines. Et de leur côté, on aura donc Lorena Wiebes, on aura Demi Vollering ou Blanca Vas. Blanca Vas, elle vient de finir 4e aux Jeux Olympiques. Demi Vollering, elle a gagné l'an dernier le Tour de France. Bon, clairement, c'est une équipe qui sera très très solide sur laquelle il va falloir compter. On continue maintenant avec le team Visma Lease Bike, comme les hommes, avec Marianne Vos et Finn Van Elpel. Bon, clairement, elles ont remporté pas mal de courses cette année. Il va falloir compter sur elles aussi. Ça va être un peu la bataille des grandes équipes avec le team SD Works. On va voir ça et ça va être très très intéressant. On peut continuer côté français avec Juliette Labousse de la DSM qu'il ne va pas falloir oublier parce que la championne de France en titre, je pense, va avoir à cœur de se rattraper de ces Jeux Olympiques où elle s'est un peu fait piéger. Donc ça, tant mieux. On va avoir aussi Cédrine Carbal qui l'an dernier avait remporté le maillot blanc de la meilleure jeune et cette année avec son équipe Ceratizit Women Pro Cycling Team, je pense qu'elle devrait être intéressante à suivre. Dans les favorites, on va pouvoir aussi noter Elisa Longo Borghini qui depuis des années montre qu'elle est présente et avec son équipe la Lidl Trek, je pense qu'elle va être intéressante aussi à suivre. Bon,
Voilà, clairement, au niveau de la concurrence, au niveau du parcours, ça va être très très sympa. L'an dernier, c'était vraiment dingue. Bon, honnêtement, moi j'ai hâte, hein. Ça attaquera juste après la cérémonie de fermeture, de clôture des Jeux Olympiques. Donc honnêtement, la semaine prochaine, on n'aura rien de mieux à faire que de les regarder et ça va être fantastique. Au début de la présentation, je vous ai dit que c'était le Tour de France femmes avec Zwift. Et Zwift, justement, est partenaire de ce Tour de France et ils mettent en jeu 2 vélos connectés à remporter. Ce sont les vélos directement avec le home trainer qui ressemblent à un vélo. Voilà. Pour un vélo connecté, c'est assez intéressant. Et là, ils ont été complètement repeints à l'effigie du Tour de France féminin par Fat Création. Et ils en mettent 2 en jeu pour vous offrir la possibilité de les remporter. Pour les remporter, justement pour participer à ce jeu, vous avez 2 solutions. Soit sur Instagram, d'une façon assez classique, vous allez sur le compte GoZwift, vous rentrez en commentaire le nom d'un ami, vous suivez la page. Ok, ça on sait. C'est du classique, mais pas super original. Par contre, si vous voulez un peu coupler ça sur une séance d'entraînement pour avoir un prétexte pour rouler, ça c'est le mieux, absolument, je vous le conseille. Vous allez sur Zwift et là, il va vous falloir finir la mission finale de Zwift Tour des femmes et ainsi monter l'Alpe d'Huez qui vous fera faire 1000 mètres, 1035 mètres de dénivelé directement sur votre home trainer en plein mois d'août. C'est quand même une belle occasion de le faire, parce que sinon, si vous attendez le mauvais temps, il va falloir attendre novembre. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez participer justement au jeu concours pour tenter de gagner ce vélo connecté, qui en plus est pour le coup très très joli. Bref, vous l'avez compris, on a hâte de ce Tour de France féminin. Là, cette semaine, avant de passer au Tour de France, on va avoir encore quelques épreuves et toutes les épreuves sur piste des Jeux Olympiques. Et là, au programme, on va avoir de la vitesse hommes et femmes, du keirin, de l'omnium, le Madison et aussi les finales de poursuite par équipe. Bon, autant vous dire qu'on va vous régaler. C'est dommage que Louis ne soit pas là. Il est parti les voir visuellement. Donc, il ne va pas pouvoir nous expliquer exactement chaque discipline en détail. Mais bon, je compte sur lui dans l'année pour me faire un petit récap exact pour que je puisse suivre toutes les championnats du monde de la meilleure des façons. Mais au niveau de la vitesse, on va pouvoir suivre Ryan Elal et Sébastien Vigier, notamment pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France féminine, on aura Mathilde Gros et Kwame Taki Marie-Divine. Ça, c'est pour la vitesse. Concernant l'omnium, on va avoir Benjamin Thomas, Thomas Bouda. Et pour le Madison, côté femme, on aura Marion Boras, Claria Coponi et Valentine Fortin. Voilà, ça va faire tout un tas d'épreuves à suivre, sachant que beaucoup de finales seront directement dimanche prochain, le dimanche 11 août, juste avant le Tour de France féminin. Donc voilà, on a quand même du boulot cette semaine, on va pouvoir regarder tout ça. Maintenant, on passe aux nouveautés de la semaine. Dans les nouveautés cette semaine, vous avez dû le voir passer, c'est le nouveau groupe SRAM-Raid Explore. Le nouveau groupe SRAM-Raid Explore, ça veut dire gravel, ça veut dire monoplateau, mono-vitesse à l'avant bien sûr. Et il y a eu quand même quelques profonds changements qui peuvent nous donner un peu une idée de ce que sera SRAM dans le futur pour les groupes de route. Car notamment, ils ont repris les mêmes manettes que le groupe sur route, donc des manettes moins hautes et plus longues. Par contre, ils ont couplé ça avec un dérailleur 13 vitesses, donc une cassette 13 vitesses qui s'étage d'un pignon de 10 à un pignon de 46. Donc ils ont augmenté aussi leur groupe Explore qui a été bloqué à 44 l'année passée. Donc là, 10, 46, 13 vitesses. On a aussi une nouvelle fixation, la fixation UDH spécifique pour les cadres de VTT et qui arrive en gravel. C'est une fixation qui est directement direct mount sur le cadre, qui vient prendre les deux côtés du cadre, ce qui est assez intéressant. Ça apporte vraiment une rigidité à la transmission et vraiment plus de précision, notamment sur du 13 vitesses, c'est quasiment indispensable. Ils ont couplé ça aussi avec des galets plus gros pour éviter que la chaîne ne s'encrasse avec les débris. C'est sûr qu'en gravel, on a quand même pas mal de saleté qui se colle dans la transmission parce que à des endroits, on passe dans des endroits qui sont quand même assez impropres au cyclisme, clairement, et qui mettent à mal le matériel. Bon, voilà, pour prévenir tout problème et garantir une fluidité de transmission, ils ont donc utilisé ces galets un peu plus gros.
On a aussi deux nouveautés sur ce dérailleur arrière SRAM, c'est qu'ils utilisent un embrayage à ressort pour tendre la chaîne, un peu comme celui qu'ils utilisent sur les dérailleurs de VTT. Côté pédalier, on a les mêmes longueurs qui sont proposées pour la route, avec du coup un départ en 160 mm au niveau du choix de la longueur de manivelle, bon, ce qui est intéressant quand on veut vraiment quelque chose de précis. Et il nous assure aussi, en complément des cocottes, un freinage à un doigt. Le freinage à un doigt en gravel, lorsqu'on roule avec les mains sur le dessus des cocottes, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un peu plus de puissance plus facilement, histoire de pouvoir changer facilement de position de main tout au long de sa sortie sans se soucier de la puissance de freinage. Ils ont complété cette sortie du groupe SRAM Red Explore avec une énorme nouveauté, c'est les nouvelles roues de gravel de chez SRAM et ce sont les 303 qu'ils ont modifiées, les 303 Explore SW ou 303 Explore S. Et là c'est assez intéressant, ils ont dit qu'ils se sont basés sur les courses de gravel pour faire évoluer leurs produits. Sur les courses de gravel, on le voit, tout ce qui est championnat du monde, courses comme la Unbound, ce sont des courses qui vont très très vite. Et clairement, ils ont conçu des roues pour la vitesse. Et ce qui veut dire qu'ils ont augmenté le profil. Ce qu'ils nous ont dit, les courses de gravel, ça roule à 35 km/h. Donc clairement, on va leur fabriquer des roues qui peuvent rouler facilement à ces vitesses avec de l'aéro en plus et pouvoir améliorer les capacités aérodynamiques entre le pneu et la jante. Voilà, ça c'est un peu leur façon de penser. Du coup, ça a été assez étonnant. Ils nous ont sorti une paire de roues, les nouvelles 303 Explore SW en 54 mm de profil, ce qui est quand même énorme et ce qui va à l'inverse de la tendance de beaucoup de marques. Donc ça, tant mieux. Et par contre, au niveau de la largeur interne, ils ont vraiment fait évoluer leur largeur car ils ont fait une largeur de 32 mm. 32 mm interne, il me semble que anciennement c'était du 25. Ça fait un énorme gap. Et aussi, ils ont renforcé et élargi l'épaisseur de carbone au niveau du flanc, ce qui permet d'avoir moins d'écrasement et moins de trous dans la carcasse lorsque vous venez taper une pierre à haute vitesse ou un trou. Donc moins de pincement, une largeur beaucoup plus importante au niveau du pneu pour avoir un meilleur travail avec le pneu de 40 mm. Ils se sont basés pour des pneus entre 38 et 50 mm, donc pour faire évoluer ce profil de jante. Donc c'est assez intéressant et toujours en hookless bien sûr. Ce qu'il faut retenir sur ces paires de roues, c'est que malgré la hauteur de 54 mm, ce qui est monstrueux, je m'en remets pas, le poids reste tout à fait contenu puisqu'on est à moins d'1,5 kg la paire pour les SW et ils ont décliné cette même paire de roues en version beaucoup plus accessible, les 303S, qui avant était en 41 mm de profil et qui là maintenant donc passe avec les mêmes standards, 54 mm de hauteur de jante, 32 mm interne et 1 kg 642 g, 1 kg 650 pour une paire de roues de gravel. Ça reste un peu lourd, mais tout est relatif par rapport à leur tarif. Voilà. Je sais que les anciennes étaient aux alentours des 1200 €. Je pense que ça sera à peu près dans la même tranche. Donc ça reste intéressant. On continue. Maintenant, on passe aux résultats des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, cette semaine, on a eu quand même pas mal de boulot. On a attaqué très très fort avec la 3e place, la médaille de bronze de Anthony Jean-Jean sur le Freestyle Park, le BMX Freestyle Park. On a eu peur parce que sur son premier run, il a chuté dès le premier obstacle. Bon, finalement, il réalise un run quasiment parfait et il prend une belle 3e place. On sait qu'il visait l'or, mais une médaille de bronze, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a eu le BMX Race cette semaine. BMX Race, on avait 3 Français masculins qualifiés pour participer à ces Jeux Olympiques. Ben voilà, hein. En finale, Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maheu, 1, 2, 3, les 3 médailles, une célébration tous ensemble. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Absolument rien, c'était complètement dingue. On a eu un peu moins de réussite chez les filles, mais c'est déjà pas mal. On continue avec la course sur route, la course en peloton chez les hommes. Et là, clairement, on a eu un premier doublé historique avec Remco qui remporte la course, ainsi que le contre-la-montre. Ça n'a jamais été fait.
Donc félicitations à la Belgique et à Remco Evenepoel pour cette magnifique victoire. Bon, clairement, c'était le plus fort. Il a réussi à se jouer de Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui étaient ultra équipés pour remporter la course. Ils ont réussi à se battre et il a triomphé. En parlant de ça, en parlant de triomphe, on peut noter aussi les magnifiques places de nos Français Valentin Madouas et Christophe Laporte qui ont terminé 2e et 3e de la course, donc 2 médailles de plus après une course magnifique, arrivée sous la Tour Eiffel. Honnêtement, on ne pouvait rien demander de mieux. Il paraît que certaines personnes avaient jeté des clous pour que Remco crève. Bon, visiblement, même avec une crevaison, ça ne l'a pas empêché de gagner. C'était vraiment le plus fort. Donc ça, fantastique. C'est fantastique. Félicitations à lui. Et chez les femmes, maintenant, la course sur route, c'est Kristen Faulkner qui remporte la course. Elle a réussi à se défaire de Marianne Vos et Lotte Kopecky directement dans le dernier tour. Donc une attaque incroyable. Elle a réussi à remonter tout le monde et à s'échapper pour finir seule sur la ligne d'arrivée. Donc fantastique. Côté femmes, on avait Victoire Berthaud et Juliette Labousse qui ont été bloquées dans une chute juste avant la première montée de Montmartre. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on avait pas mal d'ambition avec elle, mais ça reste la course en espérant qu'elle se rattrape sur le Tour de France. On passe à la stat de Louis de la semaine. Bon, Louis n'est pas là, mais c'est pas grave, il y a quand même sa stat. Et là, je suis allé la chercher directement sur Strava et j'ai trouvé que c'est Wout van Aert qui a fait la montée de la rue Le Pic le plus rapidement. Il a réussi à la faire en 1 minute 41 secondes, ce qui lui fait une moyenne de 32,6 km/h et qui met 10 secondes sur la meilleure montée que de Remco Evenepoel, qui lui est 4e ou 5e du classement. Bon, c'est quand même assez impressionnant, comme quoi il avait des jambes, Wout van Aert, hein. Mais bon, ça n'a pas suffi pour gagner. Et on passe maintenant à l'activité du club de la semaine, du club GCN en français sur Strava. Et là, on est obligé de récompenser une femme. Et c'est donc Lucie GLT qui a fait ses premiers 100 km cette semaine. Premiers 100 km, sachant qu'elle a démarré le vélo au mois de mars. Donc félicitations Lucie, bel accomplissement et beau parcours autour de Troyes. Donc félicitations à toi. Bon, maintenant on attend tes prochains 150 km. Hein. Voilà. Pour faire comme les idoles du Tour de France féminin. Bon, c'était tout pour ce show. Donc voilà, c'était le show. Donc voilà, c'était le GCN Show numéro 208. J'espère que ça vous a donné pas mal de petites informations intéressantes. Moi, je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!